Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles sur votre chaîne YouTube Thiaroye TV International. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission éducative dénommée Le temps de philosopher. Alors pour aujourd'hui, nous allons essayer de voir les relations, les rapports entre la philosophie et la science. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le domaine 1 est composé et serré en quelques chapitres, en sous-titres. Donc pour ce qui est de notre émission, nous allons essayer de voir les relations, les rapports qui existent entre la philosophie et la science. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe peut dire de la science? Qu'il me soit d'abord permis de faire une petite précision. Il faut comprendre que la philosophie et la science ont été une seule et même discipline durant 23 siècles. Du 6e au 17e siècle, on ne pouvait pas dissocier la philosophie et la science. Quand je dis que du 6e au 17e siècle, on ne pouvait pas séparer philosophie et science, c'est pour dire que la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. La philosophie et la science étaient inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. À partir du XVIIe siècle, pour des raisons de concret, la science va se démarquer de la philosophie. La science va prendre son autonomie, la science va prendre son indépendance. C'est la raison pour laquelle, dans la perspective d'expliquer aux élèves de terminale quels sont les rapports qui existent entre la philosophie et la science, je me suis accoutumé à prendre ou bien à donner une image qui consiste à dire mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce? Et pourquoi réconciliation? Nous y reviendrons tout à l'heure. Mariage, pourquoi? Parce que si nous remontons dans l'Antiquité grecque, la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. La philosophie et la science étaient inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Quand je dis que dans l'Antiquité grecque, on ne pouvait pas séparer philosophie et science, c'est parce que dans l'Antiquité grecque, tous les grands scientifiques s'intéressaient à la philosophie. Tous les grands philosophes également s'intéressaient à la science. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'il sera fondamentalement nécessaire d'évoquer certains grands scientifiques comme Thalès, Pythagore, qui étaient à la fois des philosophes et des scientifiques. C'est la raison pour laquelle, dans l'Antiquité grecque, on peut dire que la philosophie et la science entretenaient des relations compatibles. Premier constat. Deuxième constat, pour montrer le rapport compatible entre la philosophie et la science, toujours dans l'Antiquité grecque, il y avait un philosophe grec du nom de Platon. Platon avait écrit devant la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». La question fondamentale qui mérite d'être posée, la question fondamentale qui se profile à l'horizon est de savoir pourquoi est-ce que Platon n'a-t-il pas écrit « Nul n'entre ici s'il n'est philosophe ». Mais Platon a écrit devant la porte de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Or, on sait que la géométrie elle est une branche de la science. C'est pour montrer que dans l'Antiquité grecque, philosophie et science étaient inséparables. C'est la raison pour laquelle on nous dit que dans l'Antiquité grecque, la philosophie était définie comme la mère des sciences, la philosophie était définie comme la science des sciences. Autrement dit, si la science a vu le jour, si la science est née, c'est grâce à la réflexion philosophique. Donc c'est pour dire que dans l'Antiquité grecque, l'ambition principale du philosophe, c'était d'être un sophos. L'ambition principale du philosophe, c'était d'être un savant, un érudit, un sage. C'est dans cette perspective d'ailleurs que nous pouvons comprendre Aristote lorsqu'il définit le philosophe, je cite, le philosophe est celui qui détient la totalité du savoir dans la mesure des possibles. Quand Aristote nous dit que le philosophe c'est quelqu'un qui détient la totalité du savoir dans la mesure des possibles, c'est parce que dans l'Antiquité grecque, le philosophe était défini comme celui qui détient une connaissance sur la totalité. Mieux encore, le philosophe avait été considéré comme quelqu'un qui a un esprit encyclopédique, autrement dit un esprit sur ce qu'on appelle le système totalitaire. Pourquoi? Parce qu'il s'intéressait sur toutes les formes de connaissance. Le philosophe s'intéressait sur toutes les formes de savoir. Maintenant, à partir du XVIIe siècle, on va constater qu'il y a une séparation. À partir du XVIIe siècle, sous l'action de Galilée, on va constater que la science va se démarquer de la philosophie. On va constater que la science va prendre son indépendance. Non seulement à partir du XVIIe siècle, la science va se démarquer de la philosophie, mais la science va se permettre de fustiger, de critiquer, de contester la pensée philosophique. C'est dans ce sens qu'on parle de divorce. Donc on comprend dès lors que le divorce entre la philosophie et la science s'est produit à partir du XVIIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, la science va se démarquer totalement de la réflexion philosophique. Non seulement à partir du XVIIIe siècle, la science va se démarquer de la philosophie, mais les scientifiques vont jeter des pierres aux philosophes. Les scientifiques vont permettre en tout cas de contester, de remettre en cause la pensée philosophique en la considérant comme un vain bavardage, comme une activité inutile, comme une activité démodée, dépassée,
archaïque et anachronique. Donc aux yeux des scientifiques, la réflexion philosophique, depuis son avènement, la réflexion philosophique depuis sa genèse, elle semble être dans l'incapacité de prendre en charge toutes les aspirations, toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. C'est dans ce sens qu'on nous dit souvent que si nous comparons la philosophie à la science sur le plan matériel, on va constater que la science va détrôner, la science va disqualifier, la science va éliminer la réflexion philosophique. Donc à partir du XVIIe siècle, la science va prendre son indépendance pour des raisons de concret. Nous savons tous que la réflexion philosophique, dans la perspective de satisfaire les besoins matériels de l'humanité, la philosophie semble être impuissante, la philosophie semble être inefficace pour prendre en charge les problèmes matériels de l'humanité. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on peut comprendre la position des scientistes, parce qu'aux yeux des scientistes, tous les problèmes de l'humanité, tous les maux de l'humanité, je précise M-A-U-X, maux, tous les maux de l'humanité ne peuvent pas être satisfaits par la philosophie, mais les problèmes de l'humanité, ils ne peuvent être satisfaits que par la science. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre les scientistes lorsqu'ils considèrent la science comme une panacée. La science, elle est une panacée aux yeux des scientistes parce que les scientistes pensent que la science, elle est la seule discipline rationnelle qui soit capable de prendre en charge tous les problèmes de l'humanité, qui soit capable de créer ce qu'on appelle le consensus. Premier constat pour montrer le divorce entre la philosophie et la science. Deuxième constat pour montrer toujours le rapport conflictuel entre la philosophie et la science. Il faut comprendre que la science s'intéresse sur des faits. Il faut comprendre que la science, elle est cosmopolite, c'est-à-dire la science ne s'intéresse que sur la nature. Il faut comprendre que la science, elle prend en charge les problèmes matériels de l'humanité, je l'ai dit tout à l'heure. Alors que la réflexion philosophique, elle s'intéresse sur l'humanité. Autrement dit, la philosophie, elle est anthropologique. Quand je dis que la philosophie est anthropologique, c'est parce que la réflexion philosophique a pour mission, a pour vocation de s'intéresser sur l'homme. On comprend dès lors que certains philosophes, à travers leurs pensées, se sont efforcés de mettre leur accent, se sont efforcés de mettre leur réflexion sur la condition humaine, sur la pensée humaine. Je pense à Socrate, je pense à Emmanuel Kant. Déjà, Emmanuel Kant a soulevé une question très fondamentale lorsqu'il disait « qu'est-ce que l'homme ?» On comprend dès lors aussi la fameuse maxime socratique, en tout cas la fameuse citation socratique, lorsqu'il disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les cieux ». Donc on comprend dans ce sens que la philosophie s'efforce de comprendre quelle est la définition que l'on doit assigner à l'homme, alors que la science, elle ne réfléchit que sur une partielle de la nature, alors que la science ne s'intéresse que sur des faits factuels. Donc on comprend dans ce sens que la philosophie semble être distincte, de la science. Pourquoi? Parce que la science, dans la perspective d'accéder à la vérité, la science pose la question du comment, alors que la philosophie pose la question du pourquoi. Donc philosophie et science, dans ce sens, semblent être opposées. Toujours dans la même perspective de montrer que la réflexion philosophique semble être impuissante pour prendre en charge les préoccupations matérielles de l'humanité, nous pouvons comprendre la fameuse citation de Karl Marx, lorsque Karl Marx déclare, je cite, « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, ce qui importe, c'est de le transformer. » C'est pour montrer qu'aux yeux de Marx, la philosophie doit être caractérisée par la praxis. Or, quand je dis praxis, je fais allusion à l'action. Et nous savons tous que la réflexion philosophique, dans la perspective de vouloir satisfaire l'homme sur le plan matériel, on n'a pas besoin de faire recours à la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est ni un pouvoir, ni un savoir. Quand je dis que la philosophie n'est pas un pouvoir, j'entends par là que la philosophie n'a pas la mission, n'a pas la force, n'a pas la latitude, la possibilité de répondre concrètement aux besoins matériels de l'humanité. Et je pense que lorsque l'homme a des soucis matériels, inévitablement, il doit faire recours à la science. Donc on comprend dans ce sens que dans la perspective de vouloir satisfaire sa curiosité matérielle et dans la perspective de vouloir comprendre et de percer les secrets de la nature, l'homme a souvent tendance à accorder une confiance démesurée, une confiance illimitée, une confiance gigantesque et titanesque à la science. Donc on comprend dans ce sens que si nous comparons la philosophie à la science sur le plan matériel, la science semble être plus utile, la science semble être plus efficace que la réflexion philosophique. C'est pourquoi dans ce sens qu'on parle de divorce. Troisième et dernier élément, ou en tout cas troisième et dernier point, intitulé ce qu'on appelle la réconciliation. Quoi qu'on puisse dire, même si la science a répondu concrètement, a pris en charge les problèmes matériels de l'humanité, même si la science elle est caractérisée par le consensus, même si la science elle est caractérisée par l'objectivité, l'universalité et l'unanimité, il faut comprendre que la science, elle est faillible. Et quand je dis que la science est faillible, j'entends par là que la science contient des erreurs. Autrement dit, les vérités de la science sont loin d'être parfaites. Au contraire, les vérités de la science sont rapprochées, sont provisoires et sont relatives. Mieux encore,
je pouvais dire que la science, elle contient des erreurs. La science a plongé l'humanité dans un gouffre profond et dévastateur. La science a plongé l'humanité dans un destin aveugle. Je prends l'exemple des bombes atomiques, l'avortement médicalisé, les pilules de lendemain, la pollution atmosphérique. Tous ces dégâts, toutes ces dérives, tous ces dérapages ont été causés par la science, ont été engendrés par la science. Maintenant, puisque la science elle est faillible, il sera fondamentalement nécessaire de faire appel à la réflexion philosophique. Parce que nous savons que la philosophie est une réflexion sur la totalité. La philosophie est réfléchie non seulement sur les choses physiques, mais également sur les choses métaphysiques. Maintenant, puisque la science a commis des dérapages dans la vie de l'homme, il appartient à la réflexion philosophique, en tant que pensée sur la totalité, d'essayer d'apporter des solutions salvatrices pour empêcher à la science de commettre des dérives, pour empêcher à la science de commettre des accidents. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre l'écrivain et l'humaniste français François Rabelais lorsqu'il déclarait, je cite, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Quand François Rabelais nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, cela laisse entendre que la science a besoin d'être moralisée, la science a besoin d'être conscientisée, mieux encore, la science a besoin d'un supplément d'âme, entre guillemets, pour reprendre la fameuse expression de Henri-Louis Bergson. Donc, on comprend dans ce sens que la science est loin d'être parfaite, même si elle parvient à résoudre les problèmes matériels, mais la science, il y a des questions urgentes, il y a des questions ponctuelles, il y a des questions fondamentales que la science n'a pas réussi à satisfaire, que la science n'a pas réussi à répondre. Des questions comme d'où venons-nous, où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer, qui suis-je, qu'est-ce que l'homme? Ce sont des questions éthiques, des questions morales que la science n'a pas réussi à répondre. Donc ces questions éthiques et morales doivent être ipso facto, doivent être résolues par la philosophie. C'est dans ce sens qu'on parle de réconciliation. Donc pour me résumer, on peut dire que la philosophie et la science n'ont pas besoin de se séparer pour le troisième point que j'appelle la réconciliation, mais philosophie et science doivent entretenir des relations homogènes. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, qui déclare systématiquement que on ne doit pas séparer philosophie et science, mais la philosophie et la science doivent entretenir des relations homogènes. Voilà en somme la vidéo que nous avons proposée pour tenter de vous expliquer en tout cas les rapports, les relations entre la philosophie et la science. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.